La construction de l'autoroute reliant Atalanger et Thomasin est entachée de multiples anomalies, a révélé l'ancien ministre des Travaux publics, Adjoa Arvelo. Les conséquences en sont évidentes, destruction de biens d'autrui qui a entraîné de grandes difficultés pour la population affectée. Suite à l'affaire des 48 lémuriens et 1076 tortues en provenance de Madagascar retrouvées en Thaïlande, le directeur général de la douane a souligné des lacunes dans la surveillance côtière du pays. Il a précisé que ces animaux n'avaient pas transité par le port. Dans l'actualité internationale, avec la montée continue des eaux et un bilan d'au moins 37 morts et 74 disparus, la situation était toujours critique vendredi 3 mai dans le sud du Brésil. Pour le gouverneur Eduardo Leite, il s'agit du pire désastre climatique jamais vu dans cet état frontalier avec l'Uruguay et l'Argentine. La construction de l'autoroute reliant Atalanger et Thomasin est entachée de multiples anomalies, a relevé l'ancien ministre des Travaux publics, Adjoa Arvelo. En février 2021, conformément à la loi, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé pour ce projet. En vertu de l'ordonnance 001, le recours aux partenaires publics-privés est autorisé pour les projets routiers et cette approche a été adoptée pour la construction de cette autoroute. 9 entreprises ont répondu à cet appel à manifestation. Un décret a été émis pour la mise en place d'un comité technique chargé de mener des dialogues compétitifs avec ces entreprises. Cette démarche a pourtant été contournée, car finalement, une entreprise a été choisie pour les travaux sans que les dialogues compétitifs ne soient menés. Suite à l'appel à manifestation d'intérêt, 9 entreprises y ont répondu. En réponse, le gouvernement a émis un décret pour la création d'un comité technique chargé de mener des dialogues compétitifs afin d'auditionner ces entreprises, évaluer leur offre et stratégie pour la construction de l'autoroute. Cependant, nous avons été surpris, surtout après mon départ de l'exécutif, de constater que la construction de l'autoroute avait commencé sans même que ce comité technique n'ait encore travaillé. Ainsi, il n'y a pas eu de consultation des 8 autres entreprises et le marché a été attribué directement à l'une des 9, ce qui transgresse la loi. En effet, l'appel à la manifestation parlait d'un modèle EPCF, mais un marché public ordinaire a été conclu. Cela signifie que le gouvernement aurait dû soit publier une annonce pour annuler la première manifestation d'intérêt et lancer un nouvel appel d'offres dans le cadre d'un marché public, soit respecter le plan initial et les dispositions du décret qu'il avait lui-même émis. À ce jour, je ne crois pas que ce décret ait été abrogé. En d'autres termes, il n'y a rien de régulier dans la construction de cette autoroute. L'entreprise Samcred a obtenu le contrat pour entreprendre les travaux de construction avec un budget initial de 850 millions de dollars. Un montant qui pourrait atteindre 924 millions de dollars avec l'inclusion des taxes, selon les explications. Ce qui est surprenant, a repris cet ancien ministre, c'est l'absence totale d'études préliminaires et de soutien technique de la part des experts pour ce projet, depuis l'appel à manifestation d'intérêt jusqu'à la signature du contrat de gestion. Une série d'événements irréguliers sont suivis, notamment les reblayages effectués à Talatanvulunj qui ne respectaient pas les normes requises. L'ancien ministre a également souligné que Madagascar était le seul à financer la construction de cette autoroute. On s'interroge sur l'image que nous revoyons. D'un côté, nous sollicitons des financements pour la réalisation d'infrastructures et de l'autre, nous finançons nous-mêmes la plus grande de ces infrastructures. De plus, aucune étude préliminaire sérieuse n'a été réalisée. Il est impossible de mener une étude approfondie pour un projet d'autoroute de plus de 300 km en seulement 1 ou 2 mois, voire même en 1 an. D'autant plus qu'elle traverse également une zone protégée. De surcroît, l'étude de l'impact environnemental n'a été entreprise qu'après le début du projet, ce qui est contraire aux procédés normaux. Dans ces conditions, aucun bailleur sérieux ne prendra le risque d'investir dans ce projet.
Rappelons que le 15 mai 2023, l'ancien directeur général de l'Office national de l'environnement a confirmé que le projet d'autoroute n'avait pas encore obtenu le permis environnemental nécessaire, malgré les actions entreprises par les responsables pour délimiter et remblayer des rizières en vue de la construction de l'autoroute. Face aux événements survenus sur le terrain, l'ONE leur a déjà fait savoir que le début du projet aurait dû être précédé par l'octroi du permis environnemental pour qu'ils prennent les mesures nécessaires. Peu de temps après cette déclaration, ce directeur général de l'ONE a été destitué de ses fonctions. Ce projet met en lumière la mauvaise gouvernance des dirigeants. Il n'avait pas de planification préalable ni de stratégie préétablie pour la réalisation d'un projet d'une telle envergure. Les conséquences en sont évidentes, destruction de biens d'autrui qui a entraîné de grandes difficultés pour la population affectée. Sur ce que j'ai observé dans la localité, ce projet n'a apporté que des malheurs à la population locale. 2 ans après le début des travaux, aucune compensation ne leur a été versée, alors que l'indemnisation devrait couvrir la perte d'activité et des terres. Malgré le remblayage de leurs rizières, il y a 2 ans, ils n'ont toujours reçu aucune compensation pour remplacer leurs moyens de subsistance. C'est une forme de paupérisation et une violation de la loi. Une autoroute dont la construction est entachée d'irrégularités, des routes nationales comme la RN2 négligées et gravement endommagées, il est légitime que les partenaires et bailleurs de Madagascar et que l'Union européenne se posent des questions, a souligné cet ancien ministre. Rappelons que dès le début de ce projet, des irrégularités ont été observées. Le 31 décembre 2021, Anjadzuel avait annoncé la construction de la première autoroute de Madagascar qui débuterait en 2022. Cependant, ce n'est qu'au 3 décembre 2022, vers la fin de l'année, que la première pierre du projet a été posée à Talatafulluj. Un mois auparavant, le 3 novembre 2022, un accord avait été signé avec l'entreprise égyptienne Samcred pour la réalisation des travaux. Cette inauguration de la première pierre du projet était censée témoigner du respect de la promesse présidentielle. En septembre 2023, lors d'une réunion du Conseil des ministres, le ministère des Travaux publics a reçu l'autorisation de procéder au paiement de la première partie des travaux de construction de l'autoroute. Un paiement qui a été effectué sans transparence, car ni le montant ni les détails afférents n'ont été précisés. Face à toutes ces irrégularités, les dirigeants peuvent-ils encore soutenir que cette autoroute sera achevée dans les 4 prochaines années? Sur les 80 km censés être terminés d'ici fin 2023 dernier, quels progrès ont été réalisés? La surveillance côtière du pays présente des lacunes, ce qui favorise le trafic clandestin d'animaux vers l'étranger, a souligné le directeur général de la douane. En réaction à l'affaire des 48 lémuriens et 1176 tortues en provenance de Madagascar retrouvées en Thaïlande, il a précisé que ces animaux n'avaient pas transité par le port. Avec nos 5000 km de côte. Les lacunes se situent dans la surveillance côtière du pays. Avec nos 5000 km de côte, le dispositif de contrôle doit être amélioré. Par exemple, en novembre de l'année dernière, une patrouille a été effectuée avec les forces navales, mais elle ne pouvait durer qu'environ 1 mois, alors qu'elle devrait être constante. Des améliorations doivent être apportées, car selon l'enquête en cours, il est fort probable que ces animaux n'aient pas transité par le port ou l'aéroport, mais par des zones non surveillées. Lors d'un point de presse aujourd'hui, le ministre de l'Environnement a assuré que toutes les mesures nécessaires seront prises pour rapatrier ces animaux à Madagascar. Les échanges entre la police thaïlandaise et la police malgache sont en cours. La police thaïlandaise doit également finaliser une enquête sur place. Nous avons également commencé à organiser le rapatriement de ces animaux avec les transporteurs, que ce soit par hélicoptère cargo ou par navire. Nous avons déjà fait une demande de cotation à cet effet.
Le rapatriement de ces animaux est attendu, de même que les résultats de l'enquête menée localement, en complément de l'enquête réalisée par les autorités étrangères. Si la contrebande des animaux et des richesses nationales se poursuit, que restera-t-il pour les générations futures? Les lémurins de Madagascar appartiendront-ils bientôt aux vestiges du passé? Corruption, alliance douteuse et manquement aux responsabilités sont les principales raisons pour lesquelles ces animaux protégés ont pu être clandestinement exportés à l'étranger, ont déclaré les politiciens suite à l'affaire des plusieurs lémuriens et tortues étoilées retrouvés en Thaïlande. Les dirigeants sont les principaux responsables de cette situation. Que dire des dirigeants qui portent la principale responsabilité dans cette affaire? Il s'agit d'espèces protégées et si elles ont pu être transitées clandestinement, cela suggère l'existence d'alliances douteuses. Ces alliances impliquent logiquement l'implication de responsables rémunérés pour protéger ces richesses nationales. Une personne ordinaire n'aurait pas pu orchestrer un tel trafic. Il est donc évident que des responsables ont failli à leur devoir. Rappelons que c'est mercredi dernier que la police thaïlandaise a fait la découverte de 48 lémuriens et 1076 tortues en provenance de Madagascar, dans la province de Champang, située dans le sud de la Thaïlande. 6 suspects ont été arrêtés et placés en garde à vue localement. La suspension des financements étrangers aura de grandes répercussions sur l'économie malgache, ont déclaré les économistes. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption sont les principaux critères scrutés par les bailleurs de fonds. Des critères que Madagascar ne remplit pas étant donné la situation actuelle. Obtenir des fonds de ses partenaires étrangers implique de respecter des conditions strictes. Ces derniers menant généralement une enquête approfondie sur la situation des pays avant d'accorder leur soutien financier. La mise en œuvre de la plupart des services publics dépend largement des financements octroyés par les donateurs. C'est pourquoi les économistes soulignent qu'il sera difficile de reconstruire l'économie malgache si ces donateurs étrangers changent d'avis et se retirent. Deux scénarios peuvent se dessiner. Dans un premier cas, nous pourrions faire face immédiatement aux conséquences, telles que la diminution des aides étrangères, ce qui entraverait le fonctionnement des services sociaux, la poursuite des grands investissements et le processus de redressement institutionnel. En conséquence, le secteur privé pourrait également être entravé, car le secteur public et le privé ne pourra plus se soutenir mutuellement. Le gouvernement pourrait être tenté d'augmenter les impôts sur le secteur privé afin d'assurer le paiement des fonctionnaires et le fonctionnement des institutions publiques. Un tel cas de figure ne fera qu'appauvrir davantage les Malgaches, un appauvrissement qui risquerait d'aboutir à des mutineries et plus de tensions politiques. Dans ce contexte, le secteur privé se retrouverait dans l'incapacité d'investir, ce qui aurait pour conséquence l'impossibilité de créer de nouveaux emplois. Cette situation entraînerait un ralentissement de la croissance économique et une diminution du revenu individuel. Les Malgaches connaîtraient ainsi une nouvelle phase d'appauvrissement. Parallèlement, les aspects sociaux de la vie des citoyens, tels que la santé, seraient négligés, conduisant à une détérioration supplémentaire des hôpitaux et des services publics. Une situation qui pourrait également accroître les tensions politiques, car le peuple ne tolérera pas une telle détérioration de ses conditions de vie et va s'insurger. Rappelons que les représentants du Fonds monétaire international ont mené une inspection spéciale à Madagascar jusqu'au 3 mai dernier concernant l'utilisation des financements alloués au pays. Ils ne se sont pas contentés de consulter des rapports, mais sont venus évaluer la situation sur le terrain. Les économistes insistent désormais sur la nécessité pour l'économie malgache d'exploiter ses ressources internes afin de réduire sa dépendance à l'égard des financements étrangers. Le
travailleurs maritimes exhortent aux responsables la révision du Code de la prévoyance sociale. En effet, un problème majeur auquel sont confrontés les travailleurs maritimes malgaches est leur incapacité à bénéficier pleinement de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les droits à la retraite. Cela est dû à leurs horaires de travail qui ne correspondent pas aux périodes de paiement des cotisations requises pour la sécurité sociale, a déclaré le syndicat général maritime de Madagascar, au SIGMA. Nous, les marins, ne pouvons pas assurer les cotisations exigées pour la prévoyance sociale afin de bénéficier d'une bonne retraite en travaillant seulement 6 mois par an. Nous ne pouvons pas respecter les exigences du Code de la prévoyance sociale qui exige des cotisations sur 28 semestres sur les 10 dernières années. Nous demandons donc aux autorités compétentes de réviser ce code ou d'en créer un nouveau spécifiquement adapté aux marins. Malgré nos contributions de 1%, les 13% restants sont pris en charge pour nos employeurs. Cependant, au moment de la retraite, seule notre cotisation de 1% nous est remboursée, tandis que les 13% demeurent au CNAPS. C'est pourquoi nous militons pour l'amélioration de ce code et pour la représentation des marins au sein des institutions chargées de la prévoyance sociale et de la santé. Par ailleurs, le syndicat SIGMA a indiqué que de nombreuses améliorations doivent encore être apportées dans le domaine du travail en mer. Des améliorations sont nécessaires en matière de formation dans le domaine maritime. Pour exercer une profession dans ce secteur, il est indispensable d'obtenir des certificats, mais la formation requise pour les obtenir est souvent coûteuse pour les jeunes. Ces certificats ont une date limite et doivent être renouvelés périodiquement. Rappelons que les travailleurs en mer malgaches continuent de revendiquer aussi des améliorations salariales en raison de la durée limitée de leur travail à 6 mois, selon le syndicat général maritime de Madagascar. Seuls les toits des maisons émergent. Un homme filme, sidéré, les toits de ses voisins, noyés sous les flots. Après des jours et des nuits de pluie diluvienne, les dégâts sont impressionnants dans les sous-sols et dans les rues. Ma maison est toute proche, je suis partie comme ça. La puissance des précipitations a fragilisé ce pont. Il se fissure en un instant avant d'être littéralement englouti par la rivière. Des sauvetages compliqués par un vent violent. Mais l'hélicoptère est le seul moyen de porter secours à cette femme. Les pompiers évacuent des villages entiers, sans oublier les animaux de compagnie. Cette femme a eu très peur. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a beaucoup d'eau juste à côté de ma maison. Plus de 10 000 personnes ont été mises à l'abri. Même les hôpitaux sont inondés, du jamais vu ici. C'est le pire désastre climatique dans cette région centrale du Rio Grande do Sul, où 154 localités ont été touchées. De longues coulées de boue, des dégâts dantesques. Les paysages sont défigurés et aujourd'hui encore, les pluies ne faiblissent pas.